Sans aller jusqu'à l'homme de Cro-Magnon, disons que je viens d'une vieille famille bretonne. On s'amusait à dire qu'on était judéo-vendéo-chrétien. Mais c'est une vieille famille qui remonte à très loin. Une de mes sœurs m'a dit que ça allait à l'an 900. Mais comme on vient tous à peu près de la même origine, ça ne veut rien dire parce qu'on peut tous remonter à l'homme de Néandertal, je suppose. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Cela dit, je suis né tout à fait par hasard en Afrique du Nord, en Tunisie, et très spécifiquement à ce qui s'appelle maintenant Sidi Bou Saïd, qui est l'ancienne Carthage. Et j'y ai passé donc les années de guerre, parce que mon père était basé là comme militaire. Et on a migré ensuite de ça en Algérie, puis on est revenu en France, mais ça ne fait pas de nous des pieds noirs, parce qu'on n'était pas là en tant que colons, on était là tout simplement par affectation de mon père, qui avait rejoint d'ailleurs la France libre en Angleterre durant la guerre. Et après ça, ben, on a vécu dans la région, à Paris même. Et c'est là que j'ai fait mes études secondaires. Et à un moment donné, je me demandais quoi faire. Et compte tenu de notre appartenance au monde breton, au monde de la mer, etc., parce qu'il y a beaucoup de marins dans la famille, j'ai pensé m'orienter vers les pêcheries. Et alors que je faisais de l'arpentage dans la forêt suédoise en 1955 et 56, en 56, je reçois un télégramme de ma mère me disant « Si tu veux faire des études universitaires, il y a deux possibilités, soit au Japon, soit au Québec, où là, il y a une formation universitaire en pêcherie. » Alors, comme le japonais, c'était quand même une langue qui m'était un petit peu étrangère, j'ai choisi le Québec et j'ai débarqué donc à la Pocatière, où se trouvait la faculté d'agriculture de l'Université Laval et l'école supérieure des pêcheries. L'arrivée a été un petit peu spéciale, puisque je suis arrivé par le train de nuit, et comme la station de la Pocatière est assez loin du village, ça a pris un certain temps en taxi pour rejoindre le village, ce qui fait que le lendemain matin, j'ai demandé un taxi pour aller à la faculté. Et puis le gars m'a regardé avec des yeux un peu ronds, et j'ai compris pourquoi, parce qu'il m'a déposé 200 mètres plus loin à la faculté d'agriculture. Moi, je pensais dans ma naïveté de l'époque, j'avais quelque chose comme 18 ans, je pensais que s'il y avait une faculté universitaire, c'était une grosse ville. Alors, ça a été un premier choc, disons, culturel, qui a été bénéfique parce que je me suis mis très vite à apprécier le contexte un petit peu rural, disons, de la région. Puis les contacts avec mes collègues qui étudiaient en agronomie, ça y a contribué aussi. Alors, après ces 4 années de formation en pêcherie, j'ai travaillé très brièvement pour Pêcheurs Unis de Québec. Et un beau jour, je reçois un coup de téléphone et on m'a proposé de devenir professeur à la faculté qui venait à l'école supérieure des pêcheries, à la faculté d'agriculture. Il faut dire qu'à l'époque, on engageait les professeurs pas tellement sur leur diplôme, mais sur ce qu'on percevait comme étant leur potentiel, si je puis dire. Alors, j'ai commencé donc de cette façon à enseigner en 1960. Et ma carrière donc s'est terminée en 2002, donc 2003, donc après 43 ans dans l'enseignement supérieur. Ça a été une période à la Pocatière qui n'a pas duré très très longtemps parce que très vite, je pense que vers 64, la formation en pêcherie a été rapatriée sur le campus à l'Université Laval pour finalement disparaître parce qu'il y avait très peu de candidats. Moi, j'ai gradué et j'ai eu la bourse du lieutenant-gouverneur parce que j'étais le seul dans ma promotion. C'est une des retombées quand même positives de l'isolement. Il y a même, je pense, une session en 3e année où j'étais seul. Celui qui était avant moi en 4e année était seul aussi. On avait trouvé que 2 étudiants pour une carrière de professeur, c'était pas vraiment payant pour la société. Alors on nous avait envoyé au laboratoire fédéral de Grande-Rivière en Gaspésie
pour acquérir des techniques de biochimie, des choses comme ça. Mais c'est dire que la formation était quand même pas mal moins formatée qu'elle peut l'être maintenant. Il n'était pas question d'objectifs et de sous-objectifs et de cibles très très précises, etc. On cherchait à développer un professionnel, puis il se démerderait ensuite pour faire le mieux possible son métier. Mais ça a été une formation très très, très profitable à mon sens. Et c'est pas mon constat personnel, c'est le constat que je fais pour pratiquement tous les diplômés de l'école des pêcheries. Il y en a peut-être 65, 70 au grand maximum. Ils ont tous fait leur marque, plus ou moins, dans des domaines très différents. Parce que la formation était très très variée. On étudiait aussi bien la résistance des matériaux que l'ichtyologie, que la zoologie, que l'économie politique. Et donc c'était très intéressant de cette façon-là parce que par la suite, on pouvait dialoguer avec plus ou moins de succès, mais avec des spécialistes qui étaient quand même pas mal plus connaissants que nous dans leur domaine. Et donc je trouve que c'était une formation qui avait beaucoup de mérite. Et rétrospectivement, je me rends compte que ça m'a servi par la suite, j'y reviendrai, mais pour interagir avec des collègues qui étaient dans toutes sortes de facultés, sans que je me sente totalement dépaysé. Donc après cet épisode initial d'enseignement, j'ai décidé de faire mon doctorat. Et sans passer par la maîtrise d'ailleurs, je me suis inscrit directement au doctorat, tout en continuant à enseigner à l'Université Laval, ce qui fait que ça me donnait un double statut, ce qui ne serait plus possible maintenant. J'étais en même temps président fondateur, j'ai été secrétaire fondateur de ce qui est l'ancêtre de l'Allier maintenant. J'en suis devenu le président l'année suivante, et j'étais en même temps un membre du corps professoral. C'est quelque chose qu'on ne verrait plus maintenant. Bref, on avait une notion de conflit d'intérêts qui n'était pas du tout la notion actuelle. Donc, après ces quelques balbutiements, si je puis dire, d'enseignement, etc., j'ai commencé mon doctorat, que j'ai terminé à l'Université Laval, et par la suite, j'ai été passé 2 ans grâce à une bourse très généreuse de l'OTAN, qui me mettait vraiment plus qu'à l'aise à l'époque. Une année en Angleterre, dans la région de Sheffield, pas loin de Rotherham, où il y a des aciéries très considérables. D'ailleurs, le patron anglais qui m'avait accueilli m'avait dit que c'était là qu'on avait inventé le poumon d'acier. Alors je lui avais dit, ah oui, vous êtes vraiment inventif côté technologie. Il m'a dit, non, c'est tout simple. Quelqu'un est passé dans un nuage rouge à Rotherham, il a inspiré, et puis le premier poumon d'acier était inventé. Et puis la deuxième année, ça a été à l'Université de Washington, sur la côte ouest des États-Unis, en embryologie expérimentale. Et là, je suis revenu pour de bon, vers 70, quelque chose comme ça, pour commencer une carrière de bonne aloi, avec doctorat en poche, etc. Et il n'y avait plus de problème. Sauf que j'ai connu quand même un problème qui a duré pendant une bonne dizaine d'années, 10-12 ans. Je m'étonnais auprès d'un de mes collègues, au bout de quelques temps, de ne pas avoir d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et il m'a dit, mais comment, tu le sais pas ? Quoi donc ? Il m'a dit, écoute, tu fais peur aux étudiants ? Parce que j'avais pris de mauvaises habitudes en Angleterre et aux États-Unis. Je pensais que dans tous les milieux universitaires, ça devait se passer comme ça. C'est que durant les séminaires d'étudiants, moi je posais des questions, puis je posais des questions qui parfois menaient les étudiants au bout de leurs ressources, et donc ils n'avaient pas toujours la réponse, mais j'estimais que c'était leur rendre justice que de les stimuler de cette façon-là. Et là, ce collègue m'a fait valoir que ça faisait peur aux étudiants, et puis que la rumeur s'était propagée, et par conséquent, je n'avais pas d'étudiants à la maîtrise au doctorat. À partir du jour où je me suis tenu quoi durant les séminaires, les étudiants ont commencé à arriver. Ce qui fait que ma carrière de formation pour les étudiants à la maîtrise au doctorat a été relativement courte, puisqu'elle a commencé vers la fin des années 70, début des années 80, mais que dans ce court laps de temps, jusqu'à quelques années avant ma retraite, j'en ai formé quand même une centaine, ce qui est assez considérable. Et en fait, le point tournant a été que assez rapidement, je me suis intéressé à d'autres choses que l'embryologie, et à un moment donné, à la faculté d'agriculture,
on m'a proposé de devenir directeur du centre de recherche en nutrition. Et j'ai commencé donc une carrière de ce que j'appelle d'administrateur pratiquement en parallèle. C'est-à-dire que j'ai occupé plusieurs postes administratifs, mais en général, c'était des postes staff et non pas line, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que j'étais sur le côté consultatif plutôt que sur le côté gestionnaire direct. Et au centre de recherche en nutrition, c'était dans les années 70 à peu près, la fin des années 70 je pense, il y a eu un grand projet qui a été initié, qui était un projet de recyclage biologique. Donc toute une aventure avec un centre qui était le Centro à l'époque, de recherche sur l'eau, sur l'assainissement des eaux usées par culture biologique, etc., par culture de microalgues, d'invertébrés, de poissons, etc. Et ça a été le démarrage pour de bon là, de la formation d'étudiants gradués, qui me convenait tout à fait parce qu'on touchait à plusieurs domaines, à tel point d'ailleurs qu'une année, je pense que c'est relativement rare, j'ai détenu 3 subventions CRSNG stratégiques dans 3 domaines différents. Sur la culture d'algues, sur l'épuration du lisier de porc et sur l'élevage de l'esturgeon. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux comme éclatement. Mais les étudiants étaient très heureux de ça parce que ça leur fournissait les moyens voulus pour travailler. Alors cette période, ça a été une période qui a été, je dirais pas perturbée, mais enrichie jusqu'à un certain point par les événements de 76, c'est-à-dire que le syndicalisme m'a fait un clin d'œil et puis j'ai répondu positivement. Alors, pour terminer, avant de revenir à la période de la grève de 76, par la suite, j'ai changé de faculté, j'ai changé plusieurs fois de département. Je suis passé de la biologie à sciences et technologies des aliments. Après avoir dirigé le centre de recherche en nutrition, j'ai dirigé le département de sciences et technologies des aliments. Ensuite de ça, je suis devenu professeur au département de zootechnie, anciennement des sciences animales, comme si une science pouvait être animale. Bref, j'ai navigué pas mal. Mais ce que je trouve assez amusant, c'est que dans tous les cas, j'ai toujours fait plus qu'un mandat. J'ai toujours fait plus qu'un mandat dans tous les postes que j'ai occupés, y compris à la présidence du SPUL. Donc ça s'est terminé, cette carrière, par mon arrivée à la présidence de la commission de la recherche. Et c'est là que j'en reviens à mon premier propos sur la formation très diversifiée obtenue lors de mon baccalauréat en pêcherie, c'est que à la commission de la recherche, on devait évaluer des centres de recherche dans tous les secteurs d'activité de l'université, et je me suis senti vraiment très à l'aise de pouvoir discuter aussi bien avec des chercheurs de sciences humaines qu'avec des chercheurs de sciences pures et dures ou de mathématiques, etc. Ça m'a été d'un grand secours. Et là aussi, j'ai terminé ma carrière avec un deuxième mandat et même le début d'un troisième par intérim à la présidence de la commission de la recherche. Et donc, ça m'a amené à la retraite en 2003, après quand même 43 ans de bons et loyaux services ici et là. Ben écoutez, il y a certainement une dynamique en quelque sorte familiale qui doit jouer, puisque mon père, qui est disparu d'ailleurs de façon très, très prématurée en 1949, avait fondé ou contribué à fonder à Air France le syndicat des pilotes d'Air France. Alors il y avait déjà une référence familiale que j'avais en arrière-plan. Ensuite de ça, j'avais participé à divers mouvements quand j'étais étudiant, et en particulier lorsque j'ai commencé mes études de doctorat, on avait avec une demi-douzaine de collègues formé l'AEGS, qui était l'Association des étudiants gradués en sciences de l'Université Laval, qui a ensuite de ça incorporé, je pense 2 ou 3 ans plus tard, les étudiants de sciences humaines, et c'est devenu l'UGIL, qui est devenu l'Allier. Et ça se faisait à une époque où il y avait 600 étudiants à la maîtrise et au doctorat à l'Université Laval. Il y en a maintenant 7 ou 8 000. Donc c'était vraiment l'embryon de ce qui est devenu l'Allier.
Donc j'ai été actif dans ce cadre-là. Et puis j'ai été actif dans d'autres mouvements de cette nature, ce qui fait que quand le poste de secrétaire de l'association des professeurs est devenu vacant, ben, je me suis porté candidat. Puis de fil en aiguille, comme je vous l'expliquais, Louis O'Neill m'a vu aller, puis il m'a proposé de me lancer dans l'aventure syndicale. Et c'est un collègue, si je me rappelle bien, de Relations industrielles qui m'a proposé pour être président. Je ne sais pas si on s'était beaucoup fréquenté auparavant, mais peut-être y avait-il des souvenirs d'une époque où on était tous les deux étudiants ou quelque chose comme ça. Et ça a été accepté, puis ça a été renouvelé à 2 ou 3 reprises. Vers le début des années 70, j'ai été éveillé assez vite à la réalité professorale dans le cadre des relations avec un employeur, parce que j'ai été secrétaire de l'association des professeurs de l'Université Laval, la PUL, à l'époque. C'était Louis O'Neill qui en était le président. Et l'association, je pense, a préparé le terrain de façon intéressante, en ce sens que elle publiait une revue qui s'appelait Forum universitaire, dans laquelle les collègues publiaient des articles, parfois des articles de fond assez poussés, etc. Et ça, je pense que ça a contribué à un éveil d'une conscience collective qui s'est structurée progressivement, parce que vers 1972 ou 73, Louis O'Neill m'a dit, écoute, je pense qu'on est rendu à un point où si ça prend un syndicat et l'association, elle négocie de bonne foi. C'est pas des négociations d'ailleurs. Elle a des échanges avec l'administration de l'université. Il y a certaines remarques que l'on peut faire qui sont prises en compte, d'autres qui ne le sont pas. Bref, le contexte il n'était pas vraiment tendu, mais il était certainement très inéquitable et très très varié dans les diverses réalités facultaires. L'université fonctionnait essentiellement en fonction de 2 choses, ses statuts et les pratiques. Or, les pratiques étaient très variables d'une faculté à l'autre, et le doyen, finalement, avait pratiquement droit de vie ou de mort sur les professeurs. Il suffisait qu'un professeur ne satisfasse pas ses attentes, et puis il y avait moyen de s'arranger pour que le professeur finisse par être considéré comme en rupture de banc avec sa faculté, puis on s'arrangeait pour le voir disparaître. Et d'ailleurs, les inéquités touchaient aussi très fortement les femmes, parce que je me rappelle qu'après la grève, une de mes collègues de médecine m'avait dit que sa condition avait changé radicalement et que son salaire avait triplé avec son incorporation dans l'échelle de traitement de l'université qui venait d'être négociée par le SPUL. Alors, avant le SPUL, c'était on est tous dans le même bateau, mais il y en a qui rament plus que d'autres, et surtout, il y en a certains qui gardent la main sur le gouvernail et sur les voiles. Les professeurs étant les rameurs, évidemment. Et ça a mené à des situations qui ont été, très influentes ou très, très, très importantes dans l'évolution des choses en 1976. Par exemple, il y a eu le cas du non-renouvellement de 8 dossiers de professeurs, 2 de philosophie et 6 des arts visuels. Ces non-renouvellements ont eu lieu, je pense, en 1976, après le début de la grève, si je me rappelle bien, mais ma mémoire peut-être me fait défaut. Tout ce que je sais, c'est que grâce aux représentations syndicales qui ont été faites auprès d'un tribunal d'arbitrage, ces 8-là ont été réintégrés avec tous les honneurs possibles, en l'occurrence. Donc ça a été un épisode qui a cristallisé, si je puis dire, l'esprit syndical chez bien des profs qui se sont rendus compte que les relations de bon copinage avec l'administration, c'était une chose, mais qu'une négociation, ça avait d'autres effets que l'autre type de relation.
Et alors donc en 1973, le syndicat s'est structuré progressivement et assez rapidement, il y a eu des centaines de collègues qui sont devenus membres du syndicat, qui ont signé leur carte, etc. Et ça a amené donc à la première négociation qui a eu lieu en 1976. Et il faut dire que il y avait des spécialistes, si je puis dire, de sciences sociales, de relations industrielles, etc., de droit. Tous ces collègues ont fortement contribué à définir ce que devait être le syndicat. Au départ, et pendant longtemps, on a pensé qu'il était possible de structurer un syndicat de professeurs d'université sur un modèle qui n'existait pas encore, qui serait différent du syndicat de type, je dirais, industriel. Mais force a été de constater que c'était très difficile, avec les lois existantes, etc., de structurer quelque chose qu'autre chose qu'un syndicat en bonne et due forme. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on avait aussi des spécialistes du syndicalisme. Je pense en particulier à un membre qui a été très influent, qui personnifiait ce qu'on appelait la gauche assez caractérisée. C'était Raymond Laliberté, qui avait été président de la centrale de l'enseignement du Québec. On avait par ailleurs à droite des professeurs qui, eux, étaient beaucoup moins portés sur l'évolution sociale. Et donc, il a fallu composer avec ces forces très, très discordantes, si je puis dire. Je dois dire que les gens qu'on appelle de gauche se sont montrés particulièrement intelligents et réceptifs à comprendre ce que pouvait être la réalité des gens qui étaient plus à droite. Et le contraire n'étant pas nécessairement vrai, parce qu'il y a eu un mouvement qu'on a appelé le gros bon sens, qui nous a embêtés pas mal durant la grève, en faisant ce qu'on appelle maintenant des fake news. C'était des précurseurs. Les rencontres étaient effectivement animées parce qu'il y avait des caractères très forts qui s'affrontaient, qui n'étaient pas toujours d'accord et qui avaient un art très consommé et très subtil de la rhétorique et de l'argumentation, etc. Et d'ailleurs, je dois dire que nous avons eu un comité de négociation qui était redoutable. Et je comprends le désarroi de la partie patronale qui était loin d'avoir perçu à quel point les professeurs pouvaient avoir des ressources exploitables dans un contexte de négociation. Alors, on avait des gens très, 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 très articulés. Je pense à un philosophe, André Côté, qui était un spécialiste de la logique et qui pouvait vous enfermer quelqu'un dans une petite boîte carrée, là, sans lui donner la clé. On avait Alain Pruginaire de droit, qui connaissait donc très bien les questions juridiques. Il y a eu Jean Boivin, pardon. Michel Boivin, c'est un collègue autre en psychologie, mais Jean Boivin, qui était un spécialiste de relations industrielles, qui nous a bien orientés. Guy Bouchard, qui était en philosophie, qui avait une bonne capacité d'analyse aussi, même si certains auraient bien aimé le voir quitter la faculté, parce qu'il pouvait avoir des visions un petit peu sombres parfois, mais tout à fait lucides. Bref, on a eu des gens là, très, très avertis qui ont pu nous aider à faire une négociation qui, je me rends compte maintenant de la chose, a dû être très inconfortable pour la partie patronale, qui n'était pas dépourvue de talent, mais qui était victime d'une vision très, très hiérarchisée de l'université. En fait, c'était les héritiers de la structure cléricale qui préexistait auparavant. Et il y en a certains qui n'ont jamais pu s'en remettre et qui n'ont pas pu imaginer un autre schéma de fonctionnement de l'université. Je me rappelle même un doyen du domaine des sciences expérimentales qui m'avait accusé de vouloir détruire l'université à un moment donné. Alors que ce qu'on voulait, c'était une université qui était plus fonctionnellement collégiale, parce que dans les statuts, on trouvait l'allusion à la collégialité, mais ce qu'on entendait, nous, par collégialité, c'était quelque chose de pas mal plus opérationnel et de pas mal plus directement orienté vers des décisions
qui serait utile à l'institution. Je ne voudrais pas vous induire en erreur ou trahir ce qu'était la réalité de l'époque, mais je pense bien que ce qu'on entendait par collégialité, c'était une démarche dans laquelle tous les collègues seraient partie prenante, qu'ils pourraient définir les critères selon lesquels on devrait juger, par exemple, de l'avancement de carrière d'un professeur, etc., mais de laisser évidemment à l'administrateur la responsabilité de prendre la décision, mais d'orienter cette décision, non pas pour les cas individuels, mais pour définir le cadre dans lequel ça devrait se faire. Je pense que c'était essentiellement ça. C'était une démarche collective, mais pour permettre à l'administrateur, lorsqu'il prenait une décision, de la prendre en fonction de critères et de jugements qui auraient été analysés en profondeur au préalable sur le plan des principes. Ça prenait la forme d'une assemblée des professeurs qui était différente de l'assemblée départementale qui préexistait auparavant. C'est-à-dire que, si je me rappelle bien, les unités d'enseignement et de recherche se sont constituées à ce moment-là avec leur assemblée syndicale, si je puis dire, propre à chaque département, entre guillemets. Cela dit, ça fait 40 ans que ça s'est passé. Ma mémoire commence à vieillir comme le bonhomme. Et je peux me tromper, mais ça, je vous laisse le soin de vérifier auprès d'autres. Le deuxième thème qui a réuni les professeurs, c'était effectivement la défense de la liberté universitaire, qui était liée d'ailleurs au fait que le statut du professeur, une fois qu'il est agrégé, normalement, c'est un statut qu'on ne peut pas remettre en question. Autrement dit, un professeur qui est agrégé, s'il fait son travail correctement, etc., il n'y a aucune raison pour que l'institution puisse se départir de cette cheville ouvrière là, utile. Donc les deux concepts sont liés. Et la liberté universitaire, elle était importante parce qu'il ne faut pas oublier que quand la grève a eu lieu, on venait de passer par une évolution sociétale qui était très très intense, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, en ce sens que il y avait eu les années 60, le gouvernement Le Sage avec le ministre de l'Éducation de l'époque, Gérin Lajoie, qui avait fait un gros travail. Il y avait eu la commission Parent. D'ailleurs, en passant, c'est Monseigneur Parent qui a été mon premier recteur quand j'étais prof. Monseigneur Parent avec son rapport. Tout ça, ça avait contribué à faire évoluer les choses de façon considérable. Ce qui fait que la liberté universitaire était perçue comme étant un bien qui était tout à fait propre au milieu universitaire, que les recherches des professeurs ne pouvaient subir aucune contrainte extérieure. On sait que ça peut être une vision de l'esprit dans certains cas, en ce sens que les programmes de subvention peuvent très bien être orientés d'une certaine façon, etc. Ça préfigurait les difficultés auxquelles certains professeurs actuels se heurtent, ou certains chercheurs, avec le financement par le privé, qui parfois mène à des situations qui ne sont pas simples à démêler, savoir jusqu'où le professeur peut aller dans la divulgation des résultats obtenus, à qui appartiennent ces résultats, etc. Ça devient des questions éminemment complexes et il y a des spécialistes qui se penchent là-dessus actuellement. Ça n'est pas simple. Mais une chose est certaine, c'est qu'on percevait comme une menace potentielle que quelqu'un puisse dire à un professeur « Non, cet aspect-là ne doit pas être enseigné d'une façon plus subtile que ça » ou tel élément de recherche peut mener à des conclusions qui peuvent déplaire, etc. C'était hors de question. C'était vraiment la liberté de recherche et d'enseignement dans le cadre de notre discipline. Cela dit, vous mentionniez tout à l'heure des discussions animées, et une d'entre elles était la suivante. C'est est-ce que la liberté universitaire permet à un professeur de se prononcer sur tout sujet, ou est-ce que c'est une liberté qui est restreinte au champ de sa compétence? Et ça, il y avait des avis divergents là-dessus.
Je ne pense pas que la chose ait été réglée de façon définitive, mais je crois que ça va plutôt dans le sens qu'un professeur, dans le cadre de son enseignement et de sa recherche, doit jouir d'une liberté totale. Le reste, ça demeure une question de liberté d'expression. La participation a été très très forte. Le conseil syndical, dans ces années-là, était tout à fait conscient de ses pouvoirs, de ses responsabilités aussi. Il était tout à fait conscient des enjeux. Et il y avait souvent parmi ces professeurs-là, des professeurs qui avaient bien d'autres chats à fouetter, qui avaient des travaux de recherche assez majeurs à mener, etc., puis qui s'investissaient quand même dans une action collective qui, sur le plan purement professionnel étroit, là, dans le sens de compétences dans leur discipline, n'apportait pas grand-chose. Sauf que ça a dû apporter, dans certains cas, un éveil à la richesse des démarches multidisciplinaires. Je trouverais intéressant que quelqu'un se penche sur la dynamique qui existait à ce moment-là et sur le fait que dans les années qui ont suivi, dans les années 80 et surtout 90, les recherches multidisciplinaires, évidemment commanditées par les organismes subventionnaires, se sont multipliées. Avant, c'était quand même l'exception. Donc je pense qu'il y a eu des effets à long terme et l'ambiance était parfois un peu tendue parce qu'évidemment s'affrontaient des thèses qui, je dirais, sur une base idéologique, étaient tout à fait contraires aux thèses ou aux antithèses de ceux qui voyaient le syndicat comme étant purement un organe professionnel, point, et sans conscience sociale, etc. Il y a eu des échanges assez musclés, mais je dois dire que je n'ai pas souvenir d'échanges qui aient dégénéré ou qui, comme on le dit maintenant, qui aient dérapé. Il y a eu des moments où les affrontements verbaux étaient musclés, mais jamais irrespectueux. Il y avait beaucoup de monde aux assemblées générales. Il ne faut pas oublier que très très rapidement, on a atteint le chiffre de 750-800 membres, alors qu'il y avait 1200 ou 1300 professeurs à l'Université Laval à l'époque. Et on avait des assemblées de plusieurs centaines de personnes. C'était vraiment très, très encourageant, hein. Et d'ailleurs, ça avait impressionné mon collègue qui était président de l'Association générale des professeurs de l'Université de Montréal, Henri-François Gautrin, qui était venu nous supporter, nous soutenir, devrais-je dire, et il avait trouvé qu'on avait une assistance remarquable dans les troupes syndicales. On a eu une stratégie de communication qui a été assez riche et assez variée. Il y avait un petit bulletin qui sortait sur les dernières nouvelles, qui faisait contrepoids aux rumeurs qui pouvaient circuler. Il y avait le petit bulletin CQFD, ce qu'il fallait démontrer. On avait des spécialistes des communications, en particulier ma collègue Lynn Ross et puis Jacques Rivet, qui relate encore ce qui se passe au conseil universitaire. Je pense que c'est un exemple de longévité qui est assez rare. Et donc, on avait des spécialistes, et puis on avait surtout un jeune journaliste qui a été en charge de nos relations avec les médias, et Michel Gauquelin, qui nous a servi de façon remarquable en nous donnant accès aux médias de Québec et qui coordonnait un petit peu tout ce qui se faisait du côté médiatique. Ça a
c'était une période où on était quand même assez présent, en particulier à Radio-Canada. Il y avait encore un bureau actif de Radio-Canada sur le boulevard Laurier. Et donc, on faisait l'objet de contacts réguliers avec les journalistes de Radio-Canada qui relayaient un petit peu ce qu'on pouvait avoir à dire sur certaines questions. Ça a été un gros travail, effectivement. Il y a eu plusieurs comités qui se sont penchés sur le contenu de la Convention. Et je dois tirer mon chapeau aux collègues qui se sont dévoués au sein de ces différents comités, en particulier le comité de rédaction qui a fait un très beau travail, parce que je pense honnêtement que la Convention qui a été signée, finalement, ça a été un modèle assez remarquable sur la cohérence et sur la qualité de la rédaction. À tel point d'ailleurs que, à toute fin pratique, c'est le contenu de la Convention tel que le SPUL la voyait qui a été retenu lors de l'entente finale. Je pense que le SPUL a vraiment fait un travail remarquable à l'époque, et je le dis d'autant plus volontiers que j'étais pas la cheville ouvrière principale de cet effort collectif là, de rédaction d'une convention collective. Il faut dire aussi que on a eu un négociateur professionnel qui était assez extraordinaire, Yvan Brodeur, qui était un avocat relativement jeune à l'époque, mais qui était spécialiste des relations de travail et qui a très bien compris ce qu'était le milieu universitaire. Il a fait des allers-retours innombrables entre Québec et Montréal, mais il a très bien compris les enjeux qu'on vivait et il les a défendus avec une verve et une intelligence absolument, à mon sens, remarquable. Ça a été très bien consigné par celui qui a pris des notes, Marcel Aubert, qui était de théologie et qui a pris des cahiers et des cahiers de notes. J'espère que le SPUL les a, parce que là, on a le verbatim pratiquement de tout ce qui s'est échangé à la table de négociation. Il a gratté de façon absolument extraordinaire. C'était vraiment notre scribe clérical parfait. Je pense que la population était un petit peu interloquée de voir que des universitaires qui, à leurs yeux, gagnaient bien leur vie, se mobilisaient comme ça pour des questions qui étaient finalement relativement étrangères à ce qui circule dans la plupart des cuisines. Je veux dire, c'est rare qu'on parle de liberté universitaire ou qu'on fasse référence à des non-renouvellements de contrats ou des choses comme ça. Mais je pense que la population était prête à l'époque à accepter que des mouvements de société comme celui-là se manifestent. D'autant plus que ça n'a pas été une grève violente, il n'y a pas eu d'actes répréhensibles de poser, etc. Même si j'ai quand même reçu quelques petites lettres de menaces de mort ou des choses comme ça. Mais bon, ça c'est des épiphénomènes, ça arrive même dans les meilleures familles. On a connu une période où il y avait une compréhension mutuelle, ou disons plutôt un effort de compréhension mutuelle entre les disciplines qui persiste encore, en particulier, mais pas uniquement, dans le domaine de la recherche, par les équipes multidisciplinaires que je vous mentionnais, mais aussi dans l'enseignement. L'enseignement s'est enrichi avec des visions qui n'auraient peut-être pas eu leur place si les profs ne s'étaient pas connus comme ils l'ont fait. On s'est senti aussi, partie prenante de la culture universitaire à l'échelle nationale. Je me rappelle qu'à un moment donné, on avait besoin du soutien des universitaires des autres provinces, des autres universités, en particulier dans le cadre de l'association canadienne des professeurs d'université à Ottawa. Et je me rappelle avoir fait une tournée de toutes les universités ou d'un grand nombre d'universités pour leur exposer ce qu'on vivait à Laval, etc. Puis d'avoir
compris qu'on était une université qui commençait à être bien perçue. Avant, on était une université, je dirais, régionale. Il y avait une certaine notoriété parce que certains chercheurs très très méritants avaient réussi à faire leur marque dans leur domaine, etc. Mais comme université, on était relativement peu connus. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à être perçu par les autres universités comme étant un des maillons, de plus en plus forts d'ailleurs, de la réalité universitaire canadienne. Et je pense que ça a eu donc cette conséquence là, d'un effort de compréhension là, entre les disciplines qui, à mon sens, est peut-être ce qu'il y a de plus important. Parmi les situations un petit peu particulières qui ont eu lieu durant la grève, je pense que ça vaut la peine de rappeler qu'à un moment donné, on a dû constituer un fonds de grève et évidemment, on n'avait pas les structures qui existent actuellement avec les grandes centrales syndicales, etc. Ce qui fait que les membres du comité de négociation et peut-être une autre personne, on était une demi-douzaine, on a été emprunté à la Caisse populaire de l'Université Laval 1 million de dollars et en s'engageant à titre personnel pour le remboursement. Et le négociateur professionnel Yvan Brodeur nous a dit « Mais vous êtes complètement fous les gars, j'ai jamais vu ça ». Il dit « Ça se fait pas, des choses comme ça ». Et on lui a répliqué « On a assez confiance dans nos professeurs pour savoir qu'ils ne nous laisseront pas assumer cette dette-là à titre personnel ». Et c'est un fait, ça a été remboursé sans problème. Alors, je voulais mentionner ça parce que ça prouve à quel point les négociateurs et les troupes syndicales étaient sur la même longueur d'onde. Le plus fier, c'est d'avoir réussi, avec les autres d'ailleurs, à éviter que le syndicat n'explose en plusieurs entités qui se seraient affrontées ou qui se seraient fait concurrence. Je pense que c'est d'avoir réussi à inspirer suffisamment de confiance aux uns et aux autres pour qu'ils décident de rester ensemble. Mon plus mauvais coup, je pense que ça a été de négliger la famille. Après le SPUL, j'ai bien compris que il y avait certains anciens administrateurs qui me mettaient sur une liste noire. Ça, c'est certain. Et je me suis bien rendu compte qu'il était tout à fait illusoire pour moi de songer à une carrière quelconque dans le sens de line. Mais que je pouvais être utile dans la partie staff, c'est-à-dire la partie conseil. Et c'est la raison pour laquelle, relativement peu de temps après la grève, je suis devenu directeur du centre de recherche en nutrition, parce que là, on s'est rendu compte que pour tenir un centre multifacultaire actif, comme l'était à l'époque le centre de recherche en nutrition, ça prenait quelqu'un qui avait su composer avec des tendances un petit peu centripètes. Alors, j'imagine que ça a dû jouer dans la recommandation qui a été faite qu'on me nomme à la succession du fondateur de ce centre-là, Germain Brisson, et donc j'ai œuvré là pendant 2 mandats. Et effectivement, il y avait des forces centripètes qui jouaient. On avait des chercheurs qui venaient de médecine, on en avait qui venaient de sciences et de génie, on en avait qui venaient d'agriculture et d'alimentation, et par conséquent, ces gens-là n'avaient pas nécessairement les mêmes intérêts de recherche, les mêmes cultures, et les mêmes objectifs, etc. Et puis, pour mener à bien des travaux de recherche dignes d'un centre, eh ben, il fallait essayer de les mettre en relation les uns avec les autres. Et alors, par la suite, ben, j'ai continué un peu dans cette perspective-là, puis ça a débouché sur une direction d'un département qui était très actif en recherche à l'époque. Et moi-même, j'étais très actif aussi. J'avais beaucoup d'étudiants à la maîtrise au doctorat. Et ça a été la suite logique d'arriver à la commission de la recherche, parce que
là aussi, il fallait composer avec des réalités qui étaient très, très diverses, très, très différentes les unes des autres. La vie après la retraite, je continue à être en relation assez étroite avec d'anciens étudiants et je me rends compte que les travaux qu'on a pu faire il y a 20 ou 25 ans, à ma grande surprise, continuent à être cités, ce qui me réjouit beaucoup. Je continue à avoir des demandes d'informations, etc., sur les cultures de microalgues, sur eau usée, des choses comme ça. Mais le principal de mes préoccupations, c'est de faire fonctionner le comité des prix et distinctions. Comme je vous le disais, le comité le plus altruiste de l'université, puisque je ne travaille que pour la gloire des autres. Et c'est un travail qui est, dans un sens, un petit peu antisyndical, puisque mes efforts maintenant sont de faire reconnaître à l'extérieur, par l'extérieur et à l'interne, les mérites de professeurs et de chercheurs particulièrement en pointe dans leur domaine. Et c'est intéressant parce qu'on a des succès quand même très, très, très dignes de mention. On a un bon nombre de professeurs qui se méritent des prix prestigieux, que ce soit les prix de l'ACFAS, les prix du Québec ou des prix internationaux. Ce qui fait que la preuve est faite que l'Université Laval est une université de plein droit, avec un syndicat qui est relativement fort. Je dis relativement parce qu'on ne sait jamais quelles sont les forces absolues qui sont en présence, mais un contexte, je pense, où les gens ont quand même, pour la plupart, du plaisir à travailler. Je reprendrai ici les mots d'un ancien doyen qui me disait qu'il y avait 5 à 10% des profs là, dont il ne fallait pas s'occuper. Je trouve que le jugement est un petit peu sévère, mais il n'y a pas de doute que ça laisse penser qu'il y en a 90 ou 95% qui, eux, font leur boulot avec plaisir et puis le font bien. C'est relativement réconfortant, non ?